ça en plus parce que ça suffit en fait. Mais ici, on pourrait prendre un indépendant. Ça sera utile après, d'accord? Parce qu'en fait, on va utiliser Chebyshev au lieu de Tchernoff. Du coup, 2 à 2 indépendant suffit. Ok, mais bon, ça c'est un raffinement. On va faire comme s'ils étaient indépendants, d'accord? On va pas se poser la question. Okay. Alors maintenant, comment on va inverser? On sait qu'on a la bonne réponse avec une proba 80%. Ok, mais ça, on n'a pas la bonne réponse avec une proba. On ne peut pas amplifier quoi, quelque part. On a envie d'amplifier cette proba. Donc comment est-ce qu'on fait? On refait plein de fois le calcul avec des vecteurs aléatoires différents. Donc là, encore une fois, je suis capable de prédire le bit suivant. Donc qu'est-ce que je fais? Donc là, en entrée, j'ai grand F. Ah, grand F, c'est Y en fait. Excusez-moi, c'est pas la fonction grand F. Grand F, c'est un nombre dont on cherche l'antécédent par F. Okay. Bon. Alors grand F, c'est le nombre, donc là, on cherche un X. La sortie, c'est X tel que F de X égale F. On sait qu'il existe, donc F est une permutation. Voilà. Comment je m'y prends pour calculer? Eh ben, je tire tout un tas de vecteurs aléatoires. Okay. Et donc, je m'en fais une grosse base. Une grosse base de vecteurs aléatoires. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je calcule pour chaque coordonnée, enfin, pour chaque im bit de i, je calcule toutes les prédictions que fait A pour R1 et F, et pour R1 plus EI et F. D'accord? Et après, qu'est-ce que je renvoie? Bah, comme valeur pour xi, je renvoie la majorité de zi plus z', qui par définition est censé être xi. Et je prends la majorité, comme ça je suis sûr que c'est bon. Alors, après ça, on peut raffiner tout ça. Donc, il suffit de prendre 2 à 2 indépendants. Et enfin, ça, on sait que ça marche. D'accord, il n'y a pas besoin de Tchernoff pour ça. Okay. Avec Chebyshev, on s'en sort. Alors, donc ça, c'est l'argument. C'est comme les RJ sont 2 à 2 indépendants. La majorité de la réponse est correcte. Par Chebyshev, elle est quand même assez grand. Alors là, l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on utilise les mêmes RJ? Je n'ai pas vraiment de raison. C'est simplement des trucs techniques, mais ça permet de gagner un peu de bit aléatoire, mais on peut oublier ça. D'accord? Okay, on prend à chaque fois, pour chaque coordonnée, des nouveaux RJ, comme ça on s'embête pas. Alors 2 à 2 indépendants, bah, il suffit juste de calculer la variance du truc. Ça, le calcul est fait dans le bouquin. Donc on prend la variance et on a un truc polynomial, une bande polynomiale, et on s'en sert. Okay. Bon, alors, maintenant, on a réglé le cas des superbonds. D'accord? Parce que là, on avait une proba supérieure à 1,5 de ne pas se planter, strictement supérieure à 1,5 qui était 80%, donc la majorité était bonne. Okay. Le problème, c'est que s'il est seulement bon, on a juste une proba 1,5 plus epsilon sur 2 d'être correct. D'accord? Du coup, bah ça c'est prédit correctement avec une proba 50% plus epsilon sur 2, 50% plus epsilon sur 2. Donc, le résultat est correct avec une proba inférieure à epsilon. D'accord? Et ça, c'est très petit, c'est plus petit que 50%, donc pour la majorité, on est foutu. Si on prend la majorité de epsilon, on est sûr d'avoir la mauvaise réponse. On pourrait prendre 1 moins ça, mais manque de bon, ça pourrait être le cas que ce soit effectivement 50%. Alors, on ne s'en sort pas. Okay. Alors, ouais. On va être bon à un truc très proche de 50%, c'est ça? Non. Ce truc-là va être bon avec une probabilité un peu plus grande que 1,5. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va être faux avec probabilité 1,5 un peu plus petite que 1,5. D'accord? Ce truc-là qui est dépendant, ils sont dépendants ces deux calculs. D'accord? Il va être faux aussi avec une proba un peu plus grande de 1,5. Donc la seule garantie que ce que je peux donner, c'est que ce résultat sera faux avec une proba inférieure à 1 moins epsilon. Oui, c'est ça, inférieure à 1 moins epsilon. D'accord? Et donc, il sera bon avec une proba supérieure à epsilon. Mais ça ne me suffit pas. Sur une proba supérieure à epsilon, ça ne me suffit pas. Et c'est là va intervenir l'idée de la divination exhaustive. C'est qu'en fait, l'idée, ça va être de quoi? Ça va être de dire, ok, d'accord, je peux pas prédire les deux avec une bonne proba. Ok? Mais supposons que je connais la valeur de l'un. Ok? Supposons que je la connais. La donne. Okay, je décrète que ça vaut tant. Okay. Et bien là, c'est bon, parce que je prédis la deuxième avec une probabilité significativement supérieure à 1,5. Donc la majorité va marcher pour la deuxième.
Donc il suffit juste que j'ai un test de cohérence entre les deux. Entre mes deux prédictions. Okay. Il suffit juste que je puisse prédire, avoir un truc qui soit cohérent entre les deux. Donc si j'arrive à être cohérent entre les deux, bah, vu que je ne sais pas quelles sont les valeurs, mais je peux les décréter, je vais parcourir toutes les valeurs possibles. Okay. Et à chaque fois, je prendrai la majorité. Et en fait, après, pour vérifier que c'est juste, bah, il suffit juste de reprendre l'image par f, et je suis fixé pour savoir si c'est juste ou pas. D'accord ? Donc maintenant, mon problème, ça va être de réussir à, d'une part, avoir un espace à explorer qui ne soit pas trop grand. Mais ça, c'est pas très dur, parce que je demande juste des variables 2 à 2 indépendantes. On va voir que ça, c'est facile d'avoir un espace de taille polynomiale pour ça. Okay. Et après ça, assurer que ces trucs-là soient cohérents. C'est-à-dire que ici, j'ai un truc cohérent. Intuitivement, c'est quoi cette cohérence? Alors, il faut que la fin, ce que tu as trouvé, ça... Bah, ce qu'il faut que tu aies, là, c'est que le R ici, ça soit le même que là. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut réussir à assurer. Bon, on va voir. Enfin, je suis plus très sûr de ce que je raconte. En fait. Enfin, on va voir. Mais c'est important. Enfin, il y a un truc à assurer. Je sais pas si c'est un truc comme ça. Bon, alors, l'histoire, c'est que voilà, on veut engendrer m vecteurs uniformes 2 à 2 indépendants. D'accord, avec Chebyshev, ça nous suffit pour que la majorité fonctionne. D'accord, que le test de majorité, on puisse l'amplifier en temps polynomial. Bon. Alors, comment est-ce qu'on engendre des vecteurs à n bits 2 à 2 indépendants? Donc je vais engendrer m vecteurs à n bits 2 à 2 indépendants. Bah, c'est complètement trivial. C'est super rigolo. Alors après, il y a des méthodes plus compliquées pour engendrer des trucs K à K indépendants. D'accord, mais pour 2 à 2 indépendants, il y a une construction qui est très simple, qui est super jolie, qui est la chose suivante. En fait, pour engendrer des vecteurs, m vecteurs de n bits, d'accord, qui soient 2 à 2 indépendants. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin en fait que de log m vecteurs de n bits 2 à 2 indépendants. Ok, j'en ai besoin que de log m. Alors pourquoi? Enfin, je vais les appeler, alors ça on va poser ça égal à k, la partie entière de log en base de 2m. Okay. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien j'écris m en binaire. J'écris m en binaire. Okay. Et je note m indice j de jm bit de m. Okay. Donc si vous prenez deux m différents, ils diffèrent au moins sur au moins un bit. C'est ça la clé du truc. Et maintenant, qu'est-ce que vous prenez? Bah, pour Rm, alors attends, non, M c'est pas une bonne idée. J'écris J en binaire, pardon. Et je note J indice Q de QM bit, parce que M c'est le nombre de vecteurs que je vais en demander. C'était pas l'indice. Okay. Donc maintenant, quel va être mon JM vecteur uniforme 2 à 2 indépendant? Bah, c'est tout simplement la somme sur les indices Q tels que le QM bit de J vaut 1 des SQ ou BSI où j'ai S1 SK vecteur aléatoire uniforme indépendant à une bit. Donc là, j'ai tous mes vecteurs. Oui, c'est pas un truc de cohérence. C'était pas. Ça n'avait rien à voir.